Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans À l'air libre, nous sommes le 6 octobre 2020, fidèle au poste, mais toujours en télétravail comme vous le voyez, en raison de précautions sanitaires dans l'équipe. Au sommaire de cette émission, la France, ou plutôt certains médias et essayistes s'inquiètent de l'arrivée de la cancel culture en France. Des hommes et femmes de pouvoir seraient immanquablement annulés, réduits au silence par des hordes de militants agissant en meute sur les réseaux sociaux. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce le règne du on ne peut plus rien dire, ou bien la découverte peut-être douloureuse pour les puissants qu'eux aussi doivent parfois rendre des comptes? De quoi la cancel culture est-elle le nom? On en parle avec Célia Mebroukine de la rédaction d'À l'air libre et notre invitée Laure Murat. Elle est historienne et professeure de littérature à l'université californienne de Los Angeles. Et puis nous retrouverons Cécile Debarge en Italie, où l'ancien premier ministre d'extrême droite Matteo Salvini tente de ressusciter politiquement. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 14, saison 2. Bonjour Laure Murat. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure de littérature à l'université de Los Angeles en Californie. Vous avez publié en 2018 MeToo, une révolution sexuelle chez Stock. Nous avons rendu compte dans Mediapart à l'époque, vous expliquiez à Marine Turchi comment MeToo en France avait été réduit à une caricature pour éviter le débat. Laure Murat, 2 ans après, est-ce que vous êtes toujours aussi sévère sur l'absence de discussion autour des violences sexuelles en France ? Je ne sais pas si je suis sévère, mais je suis très attentive. Et ce que je vois, c'est que le débat sur MeToo est un peu faible en France, mais qu'il n'empêche, il se renforce. Il a un peu la figure du serpent de mer ou du Loch Ness, si vous voulez, qui s'élève et qui s'enfonce dans les eaux. À chaque fois qu'il s'élève, type Springora, DLNL, etc., après ça s'enfonce dans les eaux, puis ça ressort à nouveau avec d'autres affaires. Ce qui serait bien, c'est que MeToo soit autre chose qu'une succession d'affaires, mais un problème systémique qu'on analyse de façon concertée. Pourquoi ça se passe particulièrement comme ça en France? Est-ce que c'est toujours une question qui est difficile à voir? Oui, c'est une question qui est difficile à voir, c'est une question les Français sont très réticents, enfin, en tout cas la France est très réticente à ça, pour des raisons à la fois historiques qui tiennent à une sorte de tradition de la galanterie française, de la courtoisie, enfin une sorte de mythe qui fait écran aux problèmes de subordination des femmes par rapport aux hommes et par rapport à ce qu'on appelle les rapports sociaux de sexe. Malheureusement, ça a beaucoup de mal à passer, mais j'ai quand même confiance dans le fait qu'on va finir par y arriver. Ce qui me frappe beaucoup dans le MeToo à la française, qui a quand même une spécificité, c'est que toutes les affaires, les grandes affaires, sont en gros Polanski, Springora, Adèle Haenel, sont toutes des affaires de pédophilie. Comme si violer une femme, bon, certes, c'était pas très bien, mais il fallait en plus que ce soit une enfant. Et ça, je trouve ça très frappant, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le viol, le féminicide, bon, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand c'est un enfant, on commence à tendre l'oreille. Je pense que d'ici à quelques années, en tout cas je l'espère, quand une femme se fera violer, quand une femme se fera tuer, ce qui arrive tous les jours, on tendra l'oreille de façon un peu plus attentive et qu'on comprendra qu'il y a tout un système à l'œuvre derrière ça. Alors cet été, des féministes, justement, vous avez parlé des féministes qui, justement, alertent sur les féminicides notamment, ont demandé des comptes à l'adjoint à la culture de Paris, Christophe Girard, pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, qui vante la pédocriminalité dans ses livres. Girard lui-même et certains médias, c'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui notamment, ont commencé à parler de l'implantation en France d'une pratique américaine, nous dit-on, qui serait délétère, son nom la cancel culture, ou culture de l'annulation, qui consisterait en gros à obtenir que des personnalités soient effacées du paysage, on pourrait dire déboulonnées presque, notamment à travers des campagnes sur les réseaux sociaux en raison de leurs propos ou de leurs agissements. Culture, entend-on, qui nous menacerait. Et si nous avons spécifiquement invité Laure Murat, c'est qu'après les remous de cette affaire Girard, cet été, vous avez publié un texte dans Le Monde où vous revenez sur cette notion de cancel culture pour la remettre en perspective, la questionner. On la voit s'afficher, cette tribune dans Le Monde. La cancel culture, dernier recours d'une population sans autre voix que l'Internet. On va y revenir, mais d'abord, Laure Murat, précisément de quoi on parle? C'est quoi la cancel culture et est-ce que ça existe vraiment?
Alors non, ça n'existe pas. Déjà pour être très net, d'abord c'est pas de l'annulation et c'est pas de la culture. Bon, déjà pour commencer. Mais il y a un mouvement général qui est très très ample et qui est très compliqué à comprendre parce que il absorbe énormément de méthodes, d'actions, de volontés, à la fois politiques, à la fois personnelles. C'est tellement flou et c'est tellement énorme qu'on a recouvert ça sous le terme de cancel culture par commodité. Aux États-Unis, on appelle désormais ça the accountability culture, c'est la culture de la responsabilité, et qui veut dire en gros, pour aller très vite, assumez ce que vous dites, assumez ce que vous faites, sinon on va se fâcher. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la mesure de rétorsion qui est très désagréable. Il y a des méthodes qui sont odieuses, qui sont très répréhensibles et qui sont de l'ordre du cyberharcèlement et qui peuvent ruiner la vie de quelqu'un. Donc tout ça est condamnable. Mais moi, mon affaire, c'est pas de condamner ou d'approuver. Mon problème, à moi en tant qu'historienne, en tant que professeur, c'est de penser la chose et d'essayer de déplier un certain savoir sur quelles sont ces réactions extrêmement violentes parfois, pas vraiment concertées, un peu sauvages, qui répondent à une modalité de gouvernement qu'on voit dans le monde entier, qui est de plus en plus de l'ordre d'un capitalisme dérégulé, dictatorial. On le voit avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, on le voit avec Modi, on le voit aux Philippines, on le voit dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui est une sorte d'impunité dans l'annulation de beaucoup de populations, de l'annulation dans beaucoup de discriminations, et une réponse tout aussi sauvage, tout aussi brutale, tout aussi répréhensible sur l'Internet, parce qu'il n'y a pas d'autre méthode. Alors, bien sûr, l'Internet, quand je dis l'Internet, c'est beaucoup trop vague, parce que c'est un vaste forum dont on peut se féliciter qu'il est une forme de démocratie directe. Moi, je ne suis pas en faveur de la démocratie directe, mais c'est moi, c'est pas le problème. Il y a l'Internet et les réseaux sociaux. Ce sont deux choses différentes. Et les réseaux sociaux mettent en œuvre quelque chose de l'ordre de la rétorsion plus ou moins concertée, souvent d'ailleurs bien concertée. On l'a vu avec la Ligue du LOL, par exemple. On va en parler. Voilà, justement, on va arriver là. Donc, il y a des mesures de rétorsion. Elles sont en miroir avec des méthodes de voyous qui sont des méthodes gouvernementales. Je n'approuve ni l'une, ni les unes, ni les autres. On comprend bien. Justement, on va prolonger ce débat. Et d'abord, justement, on va voir comment se tourne cette discussion autour de la cancel culture en France depuis ces dernières semaines avec Célia Mibroukine de la rédaction d'Alert Libre. Célia, bonjour. Salut. Tu t'es plongée dans les débats français, si on peut dire, récents autour de la cancel culture. Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, en France, la fièvre de la cancel culture a débarqué cet été. C'était le 23 juillet, exactement le jour de la démission de Christophe Girard, l'adjoint à la culture de la mairie de Paris, qui a démissionné donc après plusieurs jours de polémique autour de cette question. Comment cet ami de Gabriel Matzneff avait-il pu être nommé à ce poste, lui qui aurait couvert les actes pédophiles de l'écrivain? C'est Alice Coffin, conseillère de Paris, qui était en première ligne contre la nomination de Christophe Girard cet été. Ce dernier, aujourd'hui visé lui-même par une enquête pour viol, hurle alors au nouveau macartisme dans une lettre publiée sur ses réseaux. L'élue écologiste, elle, est propulsée au statut d'incarnation de la cancel culture française, selon les mots du magazine L'Express. Et c'est ce même magazine qui titre cette semaine en grand « Tais-toi ou disparaît, cancel culture, la nouvelle censure ». Car oui, c'est bien là l'inquiétude. La France ne serait-elle pas la nouvelle victime d'un vent de censure mondiale qui ne nous laisserait plus rien dire? Cette censure viendrait de la gauche radicale pour ses soutiens, identitaire pour ses détracteurs, et parmi ces derniers, Caroline Fourest, qui publiait en février « Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée ». Elle était invitée dans la matinale d'Inter et elle disait ça. On a quand même une génération, bien sûr, beaucoup plus aux États-Unis et au Canada que chez nous, mais ça vient chez nous,
qui passe son temps à vouloir faire interdire des pièces de théâtre, des œuvres, des tableaux, des statues. Et sincèrement, je pense qu'ils sont beaucoup plus efficaces quand ils se battent contre le réchauffement climatique. Mais on est passé peut-être un peu vite des sociétés qui valorisaient l'héroïsme aux sociétés qui ne valorisent plus que le statut de victime. Et encore une fois, écouter la parole des victimes, c'est nécessaire. Par contre, on ne doit pas, je pense que c'est malsain pour une société, d'enfermer cette demande d'aller vers du mieux, d'aller vers de l'égalité dans ce statut d'éternelle victime. Cette victimisation, elle nous tire tous vers le bas. Et mardi dernier, c'est le journaliste David Doucet qui a apporté sa pierre à l'édifice avec son livre « La haine en ligne ». Lui parle plutôt de la mort sociale qui résulterait des campagnes d'annulation sur les réseaux sociaux. Il dit en avoir lui-même fait l'expérience puisqu'il a été licencié de son poste de rédacteur en chef du journal Les Inrecuptibles en février 2019 après les révélations sur son appartenance au groupe Facebook de la Ligue du LOL. Mediapart avait aussi documenté l'ambiance délétère et sexiste au sein même de la rédaction des Inroc quand il en était le rédacteur en chef. Aujourd'hui, paradoxe, celui qui dit avoir été annulé il y a un peu plus d'1 an est invité sur les plateaux télé. Il était chez Quotidien jeudi dernier. Sur Internet, les procès qui s'y tiennent se tiennent sans présomption d'innocence, sans respect du contradictoire et sous les vivas et les crachats de la foule. Et ça peut pas, en fait, se passer comme ça. Un procès peut pas se tenir dans ces conditions. Et aussi, ça interroge notre société sur sa capacité à pardonner, en fait. C'est qu'on commet tous des erreurs. Il ne faut pas essentialiser les gens, les réduire à une erreur en tant que telle. On commet tous des erreurs dans la vie. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Laure Murat, David Doucet et Christophe Girard ont-ils réellement été annulés ou bien ont-ils simplement dû répondre de leurs actes, selon vous ? Les deux, mon général. J'ai envie de répondre que David Doucet, j'ai pas lu son livre, donc je suis un peu gênée pour en parler. Mais enfin, il a quand même été aux premières lignes dans le cyberharcèlement. La Ligue du LOL, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Il faudrait développer ça, on n'a pas le temps là maintenant. Mais enfin, c'était du cyberharcèlement, c'était de la dénigration, c'était de l'insulte, c'était qu'il ait participé à ça de près ou de loin. Moi, je suis pas procureur. Alors, bon, peu importe, hein, d'une certaine façon. Mais après, qu'ils viennent pas nous faire la leçon, et qu'en plus, ils viennent parader dans les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision pour défendre son livre, comme quoi il aurait été annulé. Donc la preuve est qu'il n'a pas été annulé. Il est publié chez Albin Michel, il publie son livre, il est invité à la télé. Donc on arrête avec ces bêtises-là, parce que c'est un petit peu agaçant. Dans le cas de Christophe Girard, c'est différent. On lui fait un procès qui est un délit d'amitié. Alors après, il y a l'affaire avec ce jeune Tunisien qu'il a connu quand le Tunisien en question, je me souviens plus de son nom tout de suite, pardon, mais avait 16 ans, avec lesquels il aurait eu des relations. Moi, une fois de plus, je ne suis pas procureur, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas. Le problème c'est la chose suivante. Dans la cancel culture, vous avez plusieurs choses. Vous avez un groupe de gens qui, par exemple, met à l'eau à Bristol une statue d'un marchand d'esclaves. Ça ne me choque pas plus que ça. Après, vous avez l'assassinat médiatique de quelqu'un, je ne parle pas là de Christophe Girard, mais d'un kidam inconnu, parce que quand c'est des gens connus, ils ont quand même une certaine responsabilité vis-à-vis du public, vis-à-vis de leurs administrés. Je ne peux pas penser que le délit d'amitié soit quelque chose qu'on puisse vilipender et vitupérer comme ça, ce n'est pas possible. Après, il y a d'autres problèmes qui sont liés à cette affaire. La justice jugera. J'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Pour la plupart de ces histoires, d'ailleurs, on n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas juger. Le tout, c'est que dans la cancel culture, vous avez un spectre qui est absolument énorme entre je proteste contre le fait qu'on continue d'honorer cet homme qui a été marchand d'esclaves au XVIIIe siècle, et de l'autre, quelqu'un qui a proféré une insulte raciste et dont je vais ruiner la vie. Donc, dans ce spectre, il y a 1 milliard de choses. Et il y a surtout 2 choses qui interviennent. Il y a une action politique qui est une action de lobbying et de boycott, qui est parfaitement légitime. Et de l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de
l'injure ad hominem. Et ça qui n'est pas acceptable. Est-ce que justement dans ces débats-là, on confond pas la part de ce qui est de l'activisme, de la pression sur les personnalités ou sur les organisations quand on considère qu'on n'est pas d'accord politiquement avec elles, et ce qui est de l'ordre en effet des attaques ad hominem. Vous citez dans votre texte par exemple, je crois un entrepreneur du Minnesota dont la fille avait publié un tweet raciste. Tous les réseaux sociaux aux États-Unis, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux s'emballent. Ça devient un problème pour ce monsieur qui est boycotté, etc. Donc avec on a des choses extrêmement diverses. Mais est-ce qu'au nom de la cancel culture, on ne remet pas en cause tout simplement la notion d'activisme? Mais je ne crois pas qu'on la remette en cause. Je pense que c'est une nouvelle forme et qu'il faut comprendre les modalités selon lesquelles elle s'exprime aujourd'hui. On n'avait jamais vu ça avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, on n'aurait pas pu avoir MeToo. Les femmes ont toujours parlé, les femmes ont toujours été violées, les femmes ont toujours été tuées. Rien de tout ça n'est nouveau. Vous remarquerez qu'avec MeToo, les femmes se sont dit « Ah bah oui, moi aussi ». Il y a eu des millions, quand je parle de millions, c'est des dizaines de millions de tweets, de posts sur Facebook. Et en revanche, tous les hommes sont tombés des nues. Ils se sont dit « Ah, c'est incroyable, incroyable ». Non, ça va pas, vous comprenez? On sait que tout ça existe. Les réseaux sociaux font exister ces choses. Alors, les réseaux sociaux font exister ça de façon sauvage, anarchique. Mais c'est toujours la même histoire. C'est les discriminés ou les opprimés, ou appelez ça comme vous voulez, ou les racisés, ou les se plaignent légitimement de discrimination. Quand vous voyez le président des États-Unis qui plébiscite une milice néofasciste dans un débat présidentiel, quand vous voyez un pays qui tire sur les Noirs dans le dos, quand vous voyez des féminicides partout, vous avez en face une population, et là je dis une population, c'est très vaste, qui dit on en a assez de ce colonialisme, de cette misogynie légitimée, institutionnelle. Qu'avons-nous comme réponse à offrir? Les réseaux sociaux, avec des méthodes contestables. Mais je trouve que les méthodes sont aussi très contestables de la part des gouvernements. Et avec parfois des méthodes sur les réseaux sociaux qui sont en lien aussi avec des actions sur le terrain par ailleurs. Donc avec d'autres, les réseaux sociaux peuvent aussi servir à accompagner des campagnes évidemment d'activistes. Alors il y a aussi ce texte qui est paru cet été, autre élément de la polémique, une tribune de 150 personnalités parue dans le magazine américain Harper's Bazaar, publiée en France par Le Monde. Elle s'est titrée « Les mouvements en faveur de la justice sociale posent des interdits qui menacent le débat public », signée par des stars, les romanciers Margaret Atwood, Kamel Daoud, Salman Rushdie, l'intellectuel de gauche Noam Chomsky, la créatrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, par ailleurs accusée de propos transphobes, ou encore l'écrivain noir américain Thomas Chatterton Williams. Elle a beaucoup tourné, cette tribune a été extrêmement commentée lors Murat. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, moi j'aime le débat. Moi je trouve que c'est intéressant, je trouve que cette tribune soulevait beaucoup de points très intéressants. Ils disent notamment qu'il est de plus en plus difficile de prendre la parole sans craindre des représailles, décrivent un climat d'intolérance générale, etc., etc. Mais tout ça est vrai, tout ça est vrai. Il y a une menace mais une fois plus, il y a une menace de terreur, il y a une menace d'autocensure, il y a une menace de tout ce que vous voulez. Quand on parle par exemple, je sais pas, de Autant n'emporte le vent, par exemple, la polémique, je sais pas si les gens ont suivi ça de près, mais au moment cet été, bon, roman, film raciste, ça c'est une évidence. Bien sûr, bien sûr. Alors tout d'un coup, vous avez deux camps qui se lèvent, vous avez ceux qui disent mais non, c'est un chef-d'œuvre, et les autres qui disent mais non, c'est un navet raciste. Bon, écoutez, c'est assommant, vous voyez, c'est fatigant. Non, mais c'est vrai parce que il n'y a pas de discussion possible. Alors, qu'est-ce que disent ces gens qui ont signé cette tribune? Ils disent en effet qu'il y a une vraie menace sur la liberté d'expression, je le crois. Il y a une vraie menace d'autocensure, je le crois aussi. Néanmoins, moi, mon travail, je répète, on a compris. C'est d'essayer de comprendre d'où ça vient, à quoi ça fait référence et à quoi ça emprunte en quelque sorte. Ça emprunte à qu'est-ce que vous croyez qu'on pensait des Black Panthers, à votre avis? De la violence des Black Panthers, qui sont maintenant encensés. Qu'est-ce que vous croyez qu'on pensait des féministes quand elles balançaient du mot de veau devant le ministère de l'Intérieur à propos de l'avortement? Qu'est-ce que vous croyez qu'on en pensait? Qu'est-ce qu'on pensait des gens à ACT UP qui balançaient du faux sang partout?
Donc aujourd'hui, on pensait, voilà, c'était des cinglés, c'était des violents. Il y a des films et tout le monde nous dit c'était formidable. Voilà, exactement. Traité vraiment de paria à l'époque. Alors, je dis attention et regardons ce qui se passe. Moi, les réseaux sociaux, le principe du réseau social me gêne énormément. Moi, je ne suis pas sur aucun réseau social, mais on s'en fout de ça, c'est pas grave. Le problème, c'est l'anonymat, la dénonciation, tout ça est problématique. Mais je continue de dire, mais d'où ça vient et à quoi, et surtout à quoi ça répond. Et alors, il y a deux choses quand même, parce qu'on a encore 3-4 minutes, deux choses qui sont importantes. Une chose que vous dites dans votre tribune, c'est regardons quand même qui annule qui, quand même, parce que Colin Kaepernick, par exemple, vous prenez cet exemple, joueur de la NFL, football américain, qui proteste contre les violences policières, met un genou à terre, il ne peut plus jouer, après, il est boycotté pendant des années, ou vous dites aussi, ces femmes violées, harcelées, qui ont été renvoyées pour avoir refusé une faveur sexuelle à leur employeur, on les oublie, elles aussi. Et donc, ce ne sont pas elles qui, elles se font annuler, aussi, et personne ne parle d'elles. Elles sont annulées, virées, etc. Moi, je trouve très intéressant que Donald Trump ait eu cette émission qui s'appelait The Apprentice, qui a été très, très populaire, qui a d'ailleurs réussi à le renflouer, comme on l'a appris grâce à ses feuilles d'impôt, se terminait inévitablement à chaque fois par « you are fired », c'est-à-dire vous êtes virés, tous les candidats les uns après les autres étaient virés jusqu'au dernier candidat qui évidemment était engagé. « You are fired ». Bon, l'annulation c'est ça, et c'est une réponse à cette brutalité absolue, à la fois de la société du spectacle, aux méthodes médiatiques, aux réseaux sociaux, à l'internet, etc. Je ne sais pas comment sortir de cette impasse, mais ce sur quoi j'insiste, parce que en France, on a beaucoup tendance, surtout sur la cancel culture, mais sur d'autres sujets, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis de ne plus parler, d'essayer de comprendre comment ces choses-là s'imbriquent et se développent. Il y a une dimension politique dans la cancel culture qui est de l'ordre du lobbying et du boycott. Et il y a une dimension très importante, mais qui est la seule visible aujourd'hui, qui est de l'ordre de la discrimination en retour, ce que je condamne moi personnellement. Maintenant, il faut discuter autour de ça. Merci beaucoup, Laure Murat. Il y a plein de choses encore qu'on pourrait se dire, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'ouvrir cette discussion et on va la prolonger évidemment sur Mediapart. Je rappelle que vous êtes historienne, professeure de littérature à l'Université de Los Angeles en Californie. On rappelle votre dernier livre, MeToo, une révolution sexuelle, c'est chez Stock, et je conseille aussi pour celles et ceux qui veulent s'évader en ces temps compliqués un autre de vos livres que j'ai beaucoup aimé sur Los Angeles où vous vivez. Il s'appelle Ceci n'est pas une ville et c'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci Célia. Mathieu. Merci Célia d'avoir été avec nous aussi. On part tout de suite en Italie. Bonjour Cécile Debarge. Bonjour. Tu es à Palerme, en Sicile, où Matteo Salvini, l'ancien Premier ministre italien d'extrême droite, comparaissait ce week-end devant la justice dans une ville qui s'appelle Catane. On le voit sur la photo lors de ses meetings. Alors, il sera peut-être bientôt jugé dans une affaire qui s'appelle l'affaire Gregoretti, du nom d'un navire transportant des migrants dont il avait refusé le débarquement sur la terre ferme en juillet 2019. D'abord, Cécile, c'est quoi cette affaire Gregoretti ? Alors, on parle de l'affaire Gregoretti quand on évoque justement ce navire militaire qui, en juillet 2019, n'a pas pu débarquer à terre les 115 migrants qui se trouvaient à bord pendant près de 5 jours. Évidemment, l'excuse évoquée par Matteo Salvini, c'était d'attendre que la redistribution avec les autres États européens soit décidée. En réalité, il est poursuivi maintenant par la justice italienne pour abus de pouvoir et séquestration de personnes. Il encourt 15 ans de prison. Comment ça se passe en Italie dans ces cas-là ? On a eu donc samedi une audience préliminaire. Les avocats de Matteo Salvini ont demandé un non-lieu, le procureur de la République de Catane aussi. Ceci dit, c'est le juge instructeur qui doit décider des suites à donner. Pour l'instant, il a décidé de convoquer 2 autres rendez-vous judiciaires, le 20 novembre et le 4 décembre, afin d'entendre notamment les collègues du gouvernement de l'époque de Matteo Salvini. Et c'est à l'issue seulement de ce dernier rendez-vous du 4 décembre qu'on saura s'il est jugé. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que
pendant que Matteo Salvini était au tribunal, eh bien la Ligue, son parti qui n'est plus au pouvoir en Italie évidemment, a décidé de transformer cet événement judiciaire en tribune politique, comme tu nous l'as raconté dans un article paru il y a quelques jours sur Mediapart. C'est ça qui est fascinant dans cette affaire. Alors, ce qui est vraiment ironique, c'est que la Ligue a décidé de transformer Catane pendant 3 jours, donc du 1er au 3 octobre, en capitale italienne de la liberté. On avait 2 angles forts. Le premier, c'était évidemment de se rassembler autour de la personne de Matteo Salvini, de lui apporter du soutien avant son procès. Et on avait, alors on le voit un peu sur les drapeaux, ce slogan « Processate anche me », que littéralement on pourrait traduire en disant « Intentez-moi un procès, intentez un procès à moi aussi ». Et c'était les Italiens, ces sympathisants qui estiment qu'il s'agit d'un procès politique. On a retrouvé des mots un petit peu similaires dans la bouche de Giorgia Meloni, la chef de file du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, qui était présente elle aussi à Catane et qui a parlé de procès monstrueux. Donc d'abord un rassemblement autour de la personne de Matteo Salvini et puis ensuite 3 jours de meeting politique en réalité, avec des débats, des conférences autour des thèmes forts du parti, l'immigration évidemment, mais aussi l'économie ou le Made in Italy. Et le moment fort un peu de ces 3 jours de rassemblement, c'était une espèce d'interview fleuve sur scène. La scène avait été montée sur le port de Catane devant ses sympathisants qu'on a vus en vidéo juste avant, avec une espèce de long moment de prise de parole de Matteo Salvini qui a parlé un peu du procès, mais beaucoup de ses enfants, de sa vie personnelle, de l'incompétence du gouvernement, de la crise de la Covid-19, et qui en a profité en réalité pour renouer avec le point fort de sa communication politique, c'est le contact avec les Italiens, cette idée de scendere in piazza, donc aller à leur rencontre dans les places des communes, chose qui est évidemment un peu moins aisée ces derniers mois avec les restrictions sanitaires en vigueur. Ouais, beaucoup de questions de lui, donc aussi, et de sa communication personnelle. Alors pourquoi c'était important de faire ça à Catane, en Sicile? C'est pas une région qui politiquement est très acquise à la cause de son parti. Évidemment, on avait le fait que le procès se déroulait à Catane, bien sûr, mais il y avait un double enjeu. Le premier, c'est effectivement que la Sicile est pas très acquise à sa cause. Pourtant, c'est un territoire qui est principalement concerné par les arrivées de bateaux de migrants, et donc c'est un territoire plutôt propice pour remettre au cœur du débat les questions de migration. La deuxième chose, c'est qu'on avait une échéance électorale ce dimanche et ce lundi dans 61 communes siciliennes. Ça représente à peu près 810 000 électeurs, donc c'est pas mal, qui étaient amenés à renouveler leur conseil municipal et donc élire leur nouveau maire. En termes de calendrier électoral en Italie, ça intervient 2 semaines après un gros week-end électoral le 20-21 septembre, où là c'était 7 régions qui étaient passées au vote et où la Ligue avait obtenu des résultats en demi-teinte, notamment en Toscane, qui était un bastion du centre-gauche, qui avait été particulièrement convoité par le centre-droit et qui n'a pas été ravi. Et cette date du 3 octobre, le moment où il y a eu ce meeting, ça coïncide aussi avec quelque chose d'important qui concerne la question migratoire. Absolument, les militants d'ailleurs qui étaient présents autour du tribunal de Catane samedi, les militants anti-Salvini ont tenu à le rappeler, le 3 octobre en Italie, c'est la journée nationale de mémoire et de l'accueil. Ça a été voté par le Sénat italien en 2016 et c'est une référence directe à la date du 3 octobre 2013, qui est celle à laquelle a eu lieu un naufrage à 800 mètres au large des côtes de Lampedusa. On a compté 368 victimes, 20 disparus. 155 survivants, et ces survivants, alors on voit notamment Kebral, une Érythréenne qui est revenue pour la première fois sur l'île de Lampedusa pour apporter son témoignage avec le comité 3 octobre, qui est un comité qui organise régulièrement des débats, des interventions avec les classes, avec les écoles, et qui essaie de témoigner sur les questions migratoires pour apporter un petit peu un autre point de vue. Et juste pour redonner un chiffre global, parce qu'on parle parfois de certains naufrages symboliques comme celui du 3 octobre 2013, depuis 2014, c'est plus de 19 600 personnes qui ont disparu en tentant de rejoindre l'Europe. Selon l'ONG United, depuis 1993, c'est plus de 40 000 personnes qui ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée. Voilà, comment Matteo Salvini a tenté de se refaire à la fois sur le procès et puis en trollant finalement cette journée nationale de la mémoire et de l'accueil qui fait référence à des naufrages dramatiques. Merci beaucoup Cécile Debarge depuis Palerme-Montely, bien évidemment sur Mediapart. À très bientôt.
Si vous n'avez pas lu Mediapart durant ces dernières 24 heures, c'est très grave, il faut vous abonner absolument en attendant séance de rattrapage. Voilà ce que vous pourrez y lire. Nicolas Sarkozy de nouveau devant les juges d'instruction ce mardi dans l'affaire des financements libyens. Sur Mediapart, Fabrice Arfi, Karl Lesque révèle la teneur de l'arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'appel qui vient de valider l'enquête des juges d'instruction sur les financements libyens de sa campagne. Elle le dit noir sur blanc, il résulte de la procédure qu'à compter de 2005, le principe d'un financement occulte par les autorités libyennes a été acquis, que des fonds, notamment en espèces, ont été remis en France à plusieurs reprises. À compter de cette date, on ne peut pas faire vraiment beaucoup plus clair. Laurent Mauduit s'est penché sur le dossier des autoroutes. Son enquête révèle que de nouvelles négociations secrètes ont lieu entre l'État et les sociétés concessionnaires. Un prolongement des concessions serait même à l'étude, quasiment sans contrepartie exigée des sociétés d'autoroutes. Toujours la même histoire, nous apprend Laurent. Pour finir, ce reportage de notre partenaire à Lyon, Médiacité, où l'on lit que malgré des messages rassurants de la direction des hospices civils de Lyon sur le stock de matériel de protection face au Covid, eh bien certains services se voient toujours rationnés en gants et en masques. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à Mediapart, lisez-nous, vous le savez, le site ne vous informe que grâce aux abonnements. Bonne soirée, prenez soin de vous.